Retrouvez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. C'est dans une ambiance chaleureuse que l'Association des scouts du Niger a procédé à cette cérémonie de remise de ces importants kits aux meilleurs élèves à l'issue de la formation de plusieurs mois du projet PARCEF. Un projet d'appui à la réinsertion socio-économique qui contribuera principalement à l'autonomisation de ces femmes et filles mères. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de voir la remise des kits qui montre la fin du projet appui à la réinsertion socio-économique des filles du quartier Kwartedi. Durant ce projet, nous avons été appuyés par les parents, les autorités locales et administratives de la commune que nous ne pouvons que remercier, et aussi tout le centre ISCOUT à travers le commissariat général qui nous a soutenus, et sans oublier aussi l'ambassade du Royaume-Uni avec son appui financier. C'était un projet innovant pour nous parce que c'est une première. Nous avons choisi des filles à travers des focus group, à travers les réalités qu'elles vivent chaque jour. Et nous sommes fiers de ces jeunes filles que nous avons formées, qui font notre fierté parce qu'après 3 mois de formation, elles ont pu nous faire un concours de meilleure création et nous avons une boutique disponible faite uniquement des réalisations de ces jeunes filles. Le commissaire général de l'Association des scouts du Niger, à cette occasion, a exprimé son sentiment avant de lancer un plaidoyer vis-à-vis du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les jeunes femmes qui sont aussi dans des situations pas faciles, mais aujourd'hui, grâce à la formation, nous osons espérer qu'elles vont devenir des modèles dans leur communauté. L'ambassade du Royaume-Uni a cru en nous et nous a accompagnés. Nous sommes très reconnaissants et nous sommes très redevables. Et cette redevabilité va se traduire lorsque vous allez voir le nombre de ces jeunes filles qui vont bénéficier des kits, être autonomes, mais au-delà, prendre en charge leurs familles respectives. Et je pense que cela est bien possible. Donc c'est pourquoi nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des partenaires et plaider en même temps en présence du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et notamment du FAFPA que nous avons voulu être présents ici pour voir les merveilles que font les scouts du Niger et solliciter un partenariat avec eux. Dieu seul sait, ils ont l'expertise, ils ont les ressources nécessaires, ils ne demandent que des structures sérieuses d'encadrement pour les accompagner. Et nous osons espérer que monsieur le conseil technique va être l'ambassadeur de notre association afin qu'un partenariat formel puisse être établi entre le FAFPA et l'association des scouts du Niger. Présente à cette occasion, l'ambassadrice des Royaumes-Unis au Niger rappelle les objectifs visés par son ambassade à travers l'accompagnement de ce projet. Nous avons choisi de soutenir ce projet PARCEF. Il y a 2 raisons principales. D'abord, nous avons cherché des projets qui soutenaient les femmes et les filles. Je sais que nous, le Royaume-Uni et tous les donateurs cherchent ici au Niger à soutenir les femmes et les filles parce que le Niger, c'est un pays en voie de développement, il faut le dire, et les femmes ont un rôle très important à soutenir le développement de tous les pays.
Et là, alors, nous cherchons à célébrer la capacité, le dynamisme, l'énergie des femmes, l'innovation des femmes, la détermination des femmes à jouer un rôle économique et fort dans le développement de leur pays. En effet, c'est l'association des scouts qui ont présenté une proposition de projet de travail qui nous a impressionnés, encore une fois, du dynamisme, de l'ambition et de dédication à leur pays. Et je crois qu'en travaillant avec eux, nous avons été très contents de voir notre foi dans vous repayer fortement. Donc on voit déjà les bénéficiaires ici qui ont, nous espérons, beaucoup appris. Et en effet, j'étais juge pour le concours de couture, donc j'ai témoigné vraiment ce qu'elles ont pu faire. À travers cette formation du projet PARCEF mis en œuvre par l'Association des scouts du Niger, ces braves femmes vont s'autonomiser, ce qui va contribuer au développement socio-économique du pays. Elle est la deuxième du genre, cette cérémonie officielle marquant le retrouvailles de la cohésion entre le Premier ministre, chef du gouvernement et ses collaborateurs, toutes catégories administratives confondues, couplées à la présentation des vœux de nouvel an. Une occasion pour le directeur de cabinet du Premier ministre, au nom de tous les collaborateurs, de passer en revue les réalisations faites et qui rentrent dans la mise en œuvre des engagements contenus dans la politique du gouvernement. L'année qui s'est achevée a été marquée par d'intenses activités au niveau du cabinet du Premier ministre. Au titre des activités menées, je citerai, sans être exhaustif, l'amélioration des conditions de vie et de travail des conseillers, la mise en œuvre du plan de soutien et du plan d'urgence pour assister 4 millions de personnes vulnérables, la gestion des problématiques des inondations et de la mendicité. À ce effet, un plan d'action de gestion de la crue du fleuve, des cours et points d'eau a été élaboré, dont l'atelier de validation a été lancé ce matin même, et une stratégie d'éradication de la mendicité est en cours d'élaboration pour mettre fin à ces phénomènes préjudiciables à l'image de notre pays dans la sous-région. C'est un honneur pour l'ensemble de vos collaborateurs de travailler à vos côtés. J'exhorte les conseillers, les responsables des services rattachés, les cellules d'appui, ainsi que les directeurs techniques à être plus proactifs, à déployer davantage leur expertise et à faire un suivi de proximité dans la mise en œuvre de toutes les actions contenues dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu une pensée particulière aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille avant de s'appesantir sur les défis qui les attendent. Il a aussi exhorté ses collaborateurs à faire de la culture des résultats leur boussole, tout en attirant leur attention sur l'attribution des marchés publics. Je voudrais vous transmettre tous mes vœux de bonne santé, de bonheur, de succès à vous-même et à vos familles respectives. Je fonde également le vœu ardent de retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans certaines localités de notre pays affectées par le terrorisme et la criminalité organisée. À cette occasion, j'ai une pensée particulière pour les éléments de force de défense et de sécurité
tomber sur le champ d'honneur, ainsi que pour les victimes civiles de cette barbarie. Je voudrais vous inviter à poursuivre dans la même dynamique, vous inviter à un suivi régulier et constant de la mise en œuvre des engagements contenus dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Vous connaissez les défis qui sont les nôtres et les attentes fortes de nos concitoyens. J'attends donc vos contributions avisées pour permettre au gouvernement de réaliser les bons qualitatifs dans la mise en œuvre du programme de renaissance acte 3 de son Excellence le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Même si nous avons fait des progrès au cours de l'année écoulée, mes orientations restent les mêmes que celles que je vous avais données l'année dernière. En effet, j'attends que vous fassiez de la culture des résultats votre boussole et l'observation des lois et règlements votre leitmotiv. J'attends aussi que le cabinet du Premier ministre soit un modèle d'efficacité, de rigueur et d'éthique. C'est ainsi que nous pourrons motiver les autres, créer l'émulation au niveau de l'ensemble de notre administration, que ce soit le niveau central ou le niveau décentralisé. Je voudrais particulièrement insister sur le respect des procédures de passation de marchés publics et la consommation des crédits mis à notre disposition. À noter que cette cérémonie officielle était un moment de retrouvailles et de contact direct entre le Premier ministre, chef du gouvernement et ses collaborateurs. Les vœux de santé, de longévité, de succès et surtout de paix pour le pays étaient le souhait des collaborateurs. Cette cérémonie riche en couleurs de l'École supérieure de la santé Subsanté marque la sortie de la toute première promotion des élèves et étudiants de Subsanté après 3 ans de formation ayant admis à l'examen unique de certification de santé session 2022. Le directeur général de l'École supérieure de la santé Subsanté a, après avoir remercié tous ceux qui les ont accompagnés pour la réalisation de cet important événement, rappelé les objectifs visés à travers la création de l'École Subsanté. Lorsque nous eûmes l'idée de la création de cette école, nous ne pensons pas être à ce niveau en si peu de temps. Mais en notre qualité de médecin, professionnel de la santé, conscient des multiples défis qui existent dans ce domaine, nous nous sommes inspirés du modèle de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, car nous en sommes des fruits. En effet, les professions de la santé sont de loin différentes des autres, car permettent à l'agent d'exercer sur une machine aussi complexe que sacrée qu'est le corps humain. Elle exige alors de son auteur beaucoup de connaissances, de compétences, de rigueur, de discipline, de savoir-faire, savoir-être et surtout savoir transmettre. Voilà ce qui a toujours été notre leitmotiv et ce qui a caractérisé et particularisé la formation à Subsanté. La représentante du ministère de la Santé publique est revenue sur les défis sanitaires enregistrés dans le pays. Notre présence ici témoigne de l'intérêt que le gouvernement attache à la question de la santé en général et la qualité de la formation des agents de santé en particulier. Le gouvernement, appuyé par les partenaires au développement, a mis en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté et d'amélioration de l'état de santé des populations. Il faut noter que la politique de santé a été actualisée et l'amélioration de la couverture sanitaire constitue un des axes prioritaires de la politique de la Renaissance Acte 3
de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Conscient du fait que cela passe nécessairement par une formation de qualité, nous avons depuis un certain temps gardé un regard particulier et un suivi régulier de l'enseignement-apprentissage mené dans les différents établissements. Ainsi, nous pouvons citer entre autres l'harmonisation des programmes de formation, la réorganisation de l'examen unique de certification en santé, l'élaboration des manuels de qualité et assurance qualité, le développement de l'approche par compétence, l'inspection régulière des institutions de formation en santé. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, marraine de cette cérémonie, a à cette occasion prodigué des sages conseils aux lauréats de la première promotion, baptisée à son nom Salamatou Gourouza. Chers récipiendaires, la présente cérémonie est organisée en votre honneur. Elle consacre non seulement l'aboutissement de vos multiples efforts, mais surtout le début d'une nouvelle vie, celle qui vous ouvre les portes d'une carrière professionnelle. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à aller de l'avant en donnant le meilleur de vous dans l'exercice de vos fonctions. Gardez en tête que vous n'allez pas embrasser un métier banal, mais l'un des deux métiers les plus nobles de l'humanité. Vous l'avez aisément deviné, l'autre étant l'éducation. Nous serons amenés à vous confier nos vies. S'il vous plaît, prenez-en grand soin. Il vous faut pour cela beaucoup de patience et de don de soi. Ces lauréats qualifiés sont désormais sur le marché de l'emploi national et international. Enfin, cette cérémonie a pris fin avec la prestation des serments des lauréats qui marqua le début de leur entrée dans la vie professionnelle, accompagné de la remise des diplômes à ces lauréats de la première promotion baptisée Salamatou Gourouza de l'École supérieure de la santé Subsanté. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Ça fait un peu longtemps d'ailleurs que le Bénin prend des mesures ou en tout cas fait des gestes qui ne favorisent pas la transhumance transfrontalière. Et pour eux, il y a plusieurs raisons. D'abord, avant même l'avènement des djihadistes, comme on le dit, on dit que les éleveurs sont violents, ils créent des conflits, ils font des dégâts champêtres, ils s'attaquent aux populations. Bon, ça c'est une cause principale qu'ils ont toujours argué pour refuser ou pour ne pas faciliter la transhumance transfrontalière. Et récemment, il y a une nouvelle donne qui est là. On pense que les éleveurs favorisent la pénétration des agents violents à l'intérieur de leur pays. Donc, toutes ces... comme il y a une forme de stigmatisation, aussi bien dans nos pays que dans leur pays, et que les Peuls étant souvent les plus grands transhumants, on pense qu'ils sont considérés comme des terroristes. Pour cette raison, donc, ils essaient de limiter ou d'interdire la transhumance. Et cette décision a de graves conséquences, en tout cas sur les éleveurs. D'une part, ceux qui n'ont pas pu partir, compte tenu de leur tradition d'aller vers les marchés, les pâturages, les points d'eau, voilà qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder à ces facilités de pâturage, ces facilités de marché. Or, la plupart de ces éleveurs-là ne savent même pas pourquoi. Est-ce qu'on les a empêchés ou pas, tu vois?
Donc, c'est des familles entières qui, vivant du fruit du bétail, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Quelqu'un qui a perdu son troupeau de moutons, bon, qu'est-ce qu'il devient? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ont perdu leur cheptel, du fait d'abord des violences, mais aussi du fait que les animaux qui restent, qui ne sont pas préparés à rester sur place, ne peuvent plus vivre, quoi. Parce que les espaces aussi du sud ne sont pas suffisants pour garder ces animaux qui viennent du nord, en tout cas qui viennent des régions où, en saison sèche, ils ne peuvent plus rester. Donc, c'est un grand problème. Et donc, ceux qui perdent leur bétail aussi sont obligés de se replier dans des zones de repli où ils vont venir encore faire en sorte que les ressources naturelles ne suffisent plus. Ça crée des bagarres, ça crée beaucoup de frustration là aussi. Donc vous voyez que sur le plan économique, sur le plan social, il a des impacts énormes sur les éleveurs. Le fait d'empêcher cette... Nous, on ne prend pas de mesures, mais on informe les éleveurs que tel pays ou tel autre pays ne veut plus recevoir les transhumants. On les informe, on les sensibilise de ne pas aller dans ce pays pour éviter des problèmes. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours que ces éleveurs-là entendent nos messages et ils outrepassent ces messages-là pour rentrer dans les pays. Nous avons appris qu'actuellement, il y a des éleveurs au Bénin qui sont partis là-bas. Récemment, j'ai écouté un vocal de Tidjani qui parlait du fait qu'il y a des éleveurs nigériens, en tout cas des éleveurs étrangers dans leur pays. Donc, cela veut dire que tout simplement, nos messages ne sont pas souvent acceptés parce que pour certains éleveurs, c'est une question de vie ou de mort, cette transhumance-là. Ils pensent que s'ils ne partent pas, c'est la mort pour eux et leur bétail. Donc, ils outrepassent nos messages et ils vont dans ces pays trouver des problèmes. Les conseils que je donne à nos éleveurs, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'organise, un monde organisé. Les éleveurs doivent nécessairement travailler avec leurs organisations pour qu'ensemble ils soient forts. Forts d'abord pour avoir une voix, forts pour faire la pression sur nos gouvernants, parce que, vous le savez, un pays comme le Niger, il a d'énormes potentialités en matière d'élevage, mais les politiques ne sont jamais orientés vers la satisfaction de ces besoins-là. Si on est organisé, si on est fort, je pense qu'on peut imposer à nos gouvernants vraiment une politique qui fera que nous n'avons plus besoin d'aller, par exemple, dans ces pays côtiers. Au Niger, le harcèlement est un délit depuis la loi 2003-25 du 13 juin 2003 qui prend également en charge les questions de viol. Le viol, le harcèlement sexuel et comment on appelle ça, l'excision sont tous des actes à connotation sexuelle qui ont été pris en charge par la même loi. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de harcèlement? C'est lorsque, d'abord, je tiens à préciser, parce que souvent on a tendance à penser que c'est uniquement les hommes qui harcèlent des femmes. Non, en droit nigérien, on reconnaît le harcèlement, on admet le harcèlement aussi bien lorsque l'auteur est un homme
que l'auteur est une femme. Donc je veux que les gens comprennent qu'on ne parle pas seulement de femmes victimes, mais d'hommes et de femmes victimes. Et effectivement, moi, en tant qu'ONG, j'enregistre des hommes qui viennent me demander des conseils parce qu'ils sont harcelés par leurs secrétaires, parce qu'ils sont harcelés par souvent les amis de leurs épouses, ainsi de suite. Donc je voulais clarifier cela. Maintenant, on parle de harcèlement uniquement lorsque quelqu'un use d'ordre, de menaces ou de contraintes pour obtenir le faveur sexuelle d'une autre personne. Lorsque deux adultes de manière consentante ont des rapports sexuels, on ne peut pas parler de harcèlement. On ne peut parler de harcèlement. Donc, en matière de harcèlement, il faut d'abord qu'il y ait un moyen. Le moyen, c'est quoi? C'est l'usage d'ordre, de menaces ou de contraintes. Dans quel but? Donc ça, les moyens, c'est l'usage d'ordre, c'est de menaces ou de contraintes. Maintenant, il faut un but. Le but, c'est obtenir les faveurs sexuelles de sa partenaire. Normalement, dans quelle catégorie? Souvent, c'est vrai que globalement, hommes et femmes sont victimes de harcèlement sexuel au Niger. Mais en réalité, les femmes sont beaucoup plus victimes et de plus en plus les femmes mariées, de plus en plus les femmes âgées, parce que les présenteurs socioculturels font que lorsque j'ai l'habitude de voir des femmes avec 6 enfants, des femmes grand-mères qui sont harcelées, elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles ont peur du candidaton. Elles ont peur des reproches. Et on le rencontre également beaucoup à l'école. Sur les bancs, collège, lycée, université, là, c'est vraiment souvent des enseignants qui débordent, qui dérapent et qui, moyennant une bonne note, contraignent les élèves pour obtenir leur faveur sexuelle. C'est des réalités que nous vivons, c'est des cas concret que nous traitons ici. Le harcèlement est là dans tous les services publics sans distinction et nous rencontrons tout type de profil. La loi malheureusement n'est ni sévère ni appropriée. Qu'est-ce que j'entends par la loi n'est pas sévère? En matière de harcèlement sexuel, comme par exemple c'est d'inconnu en inconnu, nous sommes juste des camarades de classe, un inconnu me harcèle, si je porte plainte contre lui, il est passible d'une peine de prison variée entre 3 et 6 mois et une amende de 10 000 à 100 000, c'est tout. Vous me harcelez, vous obtenez des faveurs sexuelles, c'est du viol. Donc, moi, je trouve que ici, à ce niveau, si une relecture doit être faite, elle doit être faite parce que la peine, elle est trop légère. Ensuite, il y a une circonstance aggravante. En matière de harcèlement sexuel, quand est-ce qu'on peut parler de circonstance aggravante? C'est quand l'auteur est votre patron. Et là, j'interpelle tous les fonctionnaires, tous les agents, tous les étudiants. Lorsque celui qui a autorité sur vous use d'ordre, vous intime d'avoir des rapports sexuels avec lui, c'est une circonstance aggravante et en ce moment, la peine de prison peut aller jusqu'à 1 an. Là, c'est de 3 mois, 1 an de prison et une amende de 20 000 à 200 000. Et chose importante, en matière de harcèlement, tant que ce n'est pas vous-même qui portez plainte, le procureur ne peut s'autosaisir parce que c'est à vous d'apporter les preuves que autrui me harcèle. La difficulté que les juridictions rencontrent, c'est quoi? Un homme vous écrit, vous êtes femme mariée. Vous vous précipitez pour effacer le message de peur que votre mari ne tombe dessus. Sauf que quand vous venez en juridiction, c'est la seule preuve qui permet d'entrer en voie de condamnation que vous venez de supprimer. Donc de plus en plus, on dit aux gens, lorsque une personne vous harcèle, avec les nouvelles technologies de l'information, c'est la plupart du temps, c'est des messages WhatsApp, c'est des textos. Faites capture de ces messages et c'est ces messages qui vont vous permettre de confondre la personne. Ne supprimez pas. La plupart, c'est après suppression des messages parce que souvent, c'est des messages très sales qu'ils finissent par. Et là, c'est parole contre parole, c'est très difficile à approuver. C'est pour ça qu'en matière de harcèlement, c'est important que ce soit la victime qui porte plainte, mais c'est encore plus important que la victime garde les preuves de harcèlement. Et les preuves, généralement, surtout en 2022-2023, c'est surtout via WhatsApp. Vous avez 3 possibilités. Soit vous saisissez la police de votre plainte, soit vous choisissez la gendarmerie. Il y a des zones au Niger dans lesquelles il n'y a pas la police, il y a la gendarmerie. Si la police ne fait rien, la gendarmerie ne fait rien, saisissez le procureur de la République. C'est les 3 procédures à masser. Parce que le harcèlement sexuel, c'est une infraction pénale. Il est très difficile pour une femme mariée de porter plainte pour viol ou pour harcèlement. Les hommes ont tellement compris ça que finalement,
ce n'est plus les jeunes filles qui sont harcelées, c'est pratiquement tout le temps des mères de famille, des chefs de famille, des femmes mariées qui sont harcelées parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas les dénoncer. Il est temps que les femmes comprennent que ce silence-là, il est coupable parce que c'est ce silence qui les encourage. Les hommes me le disent. Nous, on choisit les femmes qui ne peuvent pas parler. Alors, réveillez-vous. C'est vrai que ça va être très compliqué. Il y aura le regard de la société, il y aura les jugements de valeur, mais il n'y a que vous qui pouvez porter plainte pour arrêter ça. Les juridictions de Niger enregistrent très peu de plaintes en matière de harcèlement, alors que le harcèlement, c'est l'une des infractions pour lesquelles nous, en tant qu'ONG, on est saisis au quotidien par des mères de famille, par des grands-mères, et c'est le silence des victimes qui encourage les bourreaux. Les armes allaient-elles se taire? À Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, pour ceux qui voulaient y croire, c'était la seule question qui vaille au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral de 24 heures par Vladimir Poutine. J'ai entendu 5 explosions. Je pense que cette ordure mérite d'être tuée. Voilà, gloire à l'Ukraine. 2 tirs de roquettes sur des immeubles résidentiels selon les autorités ukrainiennes. Il y a eu plusieurs frappes. Nos soldats tiennent toujours Bakhmout, je crois, alors ça va aller. L'Ukraine vaincra. Il faut battre ces animaux. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Mais si Bakhmout tombe, Kramatorsk va souffrir durement. Bakhmout, à 1 heure de route environ de Kramatorsk. Là aussi, les tirs d'artillerie ont résonné ce vendredi de sources indépendantes. Sous l'assaut des forces russes depuis des mois, la ville est détruite à 60% selon le gouverneur de Donetsk. Ici, les images satellites de la société américaine Maxar. Des tirs, les séparatistes pro-russes en font également état sur des quartiers résidentiels et des positions militaires à Lugansk et dans la région de Zaporizhia, entre autres, affirme le ministre russe de la Défense. Une trêve des forces russes pour le Noël orthodoxe, personne n'y a jamais cru dans la capitale ukrainienne. On ne peut pas faire confiance aux Russes, jamais. Quoi qu'ils promettent, ils ne le font pas. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de guerre, aujourd'hui ils attaquent. Je pense que Poutine ne fait que prolonger la guerre. Il a besoin de temps pour tout recommencer et lancer une offensive. Moscou cherche à gagner du temps, martèle le président ukrainien. Si la Russie voulait vraiment cesser le bain de sang, elle se retirerait d'Ukraine immédiatement et mettrait fin à cette guerre maintenant, affirme pour sa part le Pentagone. Il est surnommé El Raton, la souris. Il vient d'être capturé par les forces de sécurité mexicaines. Ovidio Guzman est l'un des fils d'El Chapo, le célèbre baron de la drogue emprisonné aux États-Unis. L'opération a été menée dans le nord-ouest du Mexique. Ovidio est le chef de la faction Los Menores du cartel du Pacifique, à l'origine de violences dans 4 États et dans le nord-ouest du pays. Âgé de 32 ans, il a été arrêté dans la ville de Culiacán et transféré à Mexico. El Raton aurait repris le commerce de la drogue après la mort de son frère Edgar, tué par balle en 2008. En octobre 2019, Ovidio Guzman avait déjà été arrêté avant d'être rapidement libéré. Son gang opérait alors de violentes représailles. Le gouvernement mexicain avait voulu éviter un bain de sang. Cette fois encore, à Culiacán, d'intenses échanges de coups de feu se sont produits entre l'armée, la garde nationale et des membres du cartel. Scène de panique dans la ville. Les écoles ont été fermées. À l'aéroport international, un avion de ligne a été pris pour cible. Les vols ont été suspendus. Un témoin raconte. Les forces aériennes sont arrivées ici, à l'aéroport, et elles ont été accueillies par des tirs. Nous avons essayé de rejoindre à pied la maison d'un ami, mais nous n'avons pas pu. Tout le monde est au 2e étage de l'aéroport. Nous sommes bloqués. Le cartel de Sinaloa est considéré par les autorités américaines comme le principal responsable du trafic de fentanyl, une drogue 50 fois plus puissante que l'héroïne. Les États-Unis offraient 5 millions de dollars pour sa capture. Dans le clan des Chapitos, il reste 2 frères.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.